Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, bien, nous avons ce matin, vous le savez, comme traditionnellement examiné une décision modificative, mais cette décision modificative 2024 s'inscrit dans un contexte qui, vous en conviendrez, tout à fait particulier, puisqu'on a pris connaissance simplement jeudi du projet de loi de finances, Madame la députée, projet de loi de finances qui demande aux collectivités, et en particulier aux départements, un effort incompréhensible et insupportable pour faire face à un déficit français de l'ordre de 3 000 milliards d'euros, qui est un déficit inédit dans notre histoire. Dès vendredi après-midi, comme président des départements de France, je me suis entretenu avec le Premier ministre pour lui évoquer les difficultés devant lesquelles nous sommes placés tous les départements de France, qui rendent tout à fait inatteignable et impossible l'effort demandé. Je verrai d'ailleurs dès mercredi matin le ministre des Comptes publics. Alors pour faire simple, on nous demande d'abonder un fonds dit de précaution qui pourrait être déclenché en cas de non-respect par strate de collectivité d'un objectif qui pour l'instant n'est pas affiché. On nous demande aussi, on nous prévoit d'amputer le remboursement de FCTVA, vous savez, le fonds de compensation de la TVA, qui est un remboursement dès lors qu'on a fait des investissements, qui n'est pas d'ailleurs en totalité de la TVA versée, bien évidemment, mais qui là va être réduit de 2 points. Et on comptabilise cela depuis 2023, puisque le fonds de compensation intervient après le versement. Et puis nous avons aussi un gel du montant de TVA, de la TVA donc, qui nous sera appliqué dès l'an prochain. C'est-à-dire que si vous mettez tout bout à bout, un fonds dit de sauvegarde de précaution qui sera de l'ordre d'une douzaine de millions, si on met tout bout à bout, nous risquons d'être appelés à un effort insupportable, je vous l'ai dit, de 21 millions d'euros. C'est-à-dire une contribution de 21 millions d'euros pour la Côte d'Or au déficit de l'État. D'abord, ce que j'ai rappelé, c'est qu'il faut vraiment que l'État lui-même se réforme sur ses propres dépenses, plutôt que de venir faire les poches des collectivités territoriales, qui ont l'obligation, je le rappelle, de présenter des budgets en équilibre. Et puis c'est d'autant plus impossible comme perspective que nous traversons depuis quelques années une situation là aussi inédite. Nos dépenses sociales, elles ont explosé ces dernières années. Et en même temps, ce qui fait que c'est inédit, c'est que nos recettes se sont elles aussi effondrées complètement, donc, en particulier des DMTO. J'ai regardé les chiffres pour que chacun les ait bien présents à l'esprit dans le département. Nous avons eu en 3 ans, mes chers collègues, 70 millions d'euros de dépenses supplémentaires qui sont pour l'essentiel des dépenses sociales. 70 millions d'euros en 3 ans. Et pour l'essentiel, ces mesures, donc, je le répète et je le redis, elles ont été imposées par l'État. On a donc une hausse de notre budget social de 25% en 3 ans. Avec successivement, vous l'avez vu, des mesures qui ont été décidées unilatéralement, non compensées évidemment, le RSA qui a augmenté à 2 reprises, 2,5 millions d'euros, une hausse exponentielle des AIS, APA, PCH, 17 millions d'euros supplémentaires. Rien que pour les prestations, le versement des prestations. Aujourd'hui, il faut que vous le sachiez également et que vous l'ayez bien présent à l'esprit, nous finançons pour plus de la moitié les prestations sociales dont nous ne fixons ni les bénéficiaires, ni les montants. Plus de la moitié. Donc la solidarité départementale ne pourra pas se substituer durablement à la solidarité nationale pour ce qui concerne le versement des allocations individuelles de solidarité. À cela s'est ajoutée l'extension du Ségur, mesure décidée unilatéralement par l'État. Vous savez, c'est 183 € de plus par mois, 6 millions d'euros de coûts supplémentaires pour le département de la Côte d'Or. Sur l'enfance, on a à faire face à une multiplication des accueils, vous l'avez vu, nous accueillons plus de 3000 jeunes que nous devons protéger. Nous avons eu également la prise en charge et l'afflux massif de mineurs non accompagnés. Et je n'oublie pas, on en a plus de 300 à protéger également. Et je n'oublie pas aussi
que nous avons été confrontés à des problématiques de jeunes qui relèvent de la PJJ, qui devraient être pris en charge par des jeunes délinquants, qui devraient être pris en charge par la justice, et qui nous sont confiés. Et puis vous connaissez tous ces problématiques des problématiques de santé mentale qui touchent beaucoup de nos jeunes et pour lesquelles nous sommes exposés, et donc 30 millions d'euros de plus de frais de séjour. Évidemment, la montée des précarités, la violence qui s'installe un peu partout dans la société fait qu'on a de plus en plus de jeunes qu'il nous faut protéger. C'est simple, les dépenses sociales, y compris les charges de personnel qui y sont affectées, représentent désormais 70% de notre budget. 70% de notre budget, il y a quelques années, pratiquement 3 ans, on était à 58-60%. Je ne sais pas si vous laisse imaginer le choc, effectivement, que nous prenons, nous qui sommes en première ligne des missions de solidarité. Alors, le principal message que j'ai fait passer au Premier ministre, c'est qu'il faut que l'État arrête de charger la barque des départements. Alors, évidemment, dans ce contexte-là, si les perspectives se profilent telles qu'elles sont annoncées, et je ferai tout pour que le gouvernement renonce à charger cette demande de contribution au déficit du pays, alors évidemment, nous allons être contraints de revoir la voilure, mais en même temps, parce qu'en même temps, nous avons à entretenir nos routes. Hein. On parle beaucoup du social, mais en même temps, les routes, équiper nos pompiers, donc faire face au changement climatique. Nous avons nos collèges, dont nous allons voter la dotation de fonctionnement. Et puis on a la volonté de rester aux communes, parce qu'il y a eu un message très fort qui est adressé lors des dernières élections, c'est qu'un certain nombre de territoires se sentent abandonnés, et leurs citoyens se sentent abandonnés. Puis j'oublie pas notre laboratoire, qui, M. Frot, dans le contexte de développement d'un certain nombre de maladies animales, aux conséquences économiques fortes, joue un rôle premier, et nous n'avons pas l'intention de nous priver de notre laboratoire, comme l'ont fait certains départements, notamment Lyon. Donc, vous voyez, revoir la voilure pour continuer d'assumer nos missions. Et la décision modificative que vous aurez examinée, que je vous propose aujourd'hui, c'est un ajustement extrêmement limité dans ce contexte-là. Ça porte sur 3,8 millions d'euros. D'abord, ce qui prouve bien la qualité de la prévision budgétaire qui a été opérée. Je veux vraiment saluer nos équipes, saluer nos services financiers pour la qualité de la gestion du département qui nous a permis d'économiser des centaines de milliers d'euros chaque année en frais financiers. Et la principale dépense que nous allons inscrire dans cette DM, c'est précisément, là encore, une décision prise unilatéralement par le gouvernement, d'ailleurs par un gouvernement qui était à l'époque démissionnaire fin juin, qui a décidé, sans même en informer le président de département de France que je suis, qui a décidé d'inscrire 2 millions d'euros de plus de charges pour notre département avec une nouvelle extension du Ségur, sans la moindre concertation. Donc j'indiquais, alors au nom de tous les départements de France, que nous ne reverserons pas dans l'immédiat cette somme et que je demande aussi à l'ensemble des organisations professionnelles employeurs d'être solides aux côtés du département pour dire que nous devons avoir une compensation de ces dépenses qui nous sont imposées. Et donc j'attends. Alors, de manière responsable, on va provisionner la somme, mais j'attends que le gouvernement assume ses responsabilités. En tout cas, on ne peut plus accepter des dépenses supplémentaires décidées unilatéralement sans qu'elles soient compensées pour partie. Donc on l'inscrira en provision. Donc on devra revoir inévitablement nos orientations. On aura l'occasion d'en débattre lors du rapport d'orientation budgétaire le 25 novembre. Mais d'ores et déjà, et je voulais vous l'annoncer aujourd'hui, je convoquerai dans 3 semaines, avant même le rapport d'orientation budgétaire, le 7 novembre, une nouvelle session pour vous présenter officiellement les mesures, d'ailleurs, que nous avons préparées depuis déjà de longs mois. Notamment, on vous présentera le nouvel organigramme de notre département pour être encore plus efficace dans un contexte de maîtrise budgétaire. Et puis, nous aurons aussi la présentation d'une nouvelle organisation spatiale, évidemment, qui correspond à cette réorganisation. On y travaille depuis plus d'1 an, parce que nous savions tous ici que le « quoi qu'il en coûte » aurait un prix et que nous avions le devoir de nous préparer face à ce choc.
Donc on n'a pas attendu d'être au pied du mur pour nous organiser. Je vous ferai également, lors de cette session du 7 novembre, un point sur ce que nous avons, les travaux que nous avons engagés, notamment la construction du futur campus de la fonction publique Osmose, qui accueillera 400 agents en 2026. C'est un bâtiment moderne, exemplaire sur le plan environnemental, qui nous permettra de rationaliser et de vendre le bâtimentaire le plus énergivore et le bâtimentaire inadapté. Je vous présenterai aussi les cessions de bâtiments que nous allons être amenés à opérer, tout en regroupant la direction générale des services et la présidence du département avec l'achat, vous savez, on a une opportunité de l'achat du rez-de-chaussée du bâtiment du 40. Donc ça, on va pouvoir optimiser comme ça ce bâtiment, ce qui nous permettra aussi, juste à proximité, d'avoir des salles adaptées, parce qu'on manque de salles, évidemment. Vous en avez tous été le témoin. On manque de salles ici, dans le département, notamment pour les offrir à toutes les associations qui nous sollicitent, ou même pour notre travail ici. Voilà. Cette réorganisation fonctionnelle, elle concerne pour l'essentiel nos services centraux, car je vous le redis dès maintenant, nous ne renoncerons pas à notre présence territoriale. Et je le répète, nos concitoyens attendent de nous des réponses de proximité. Et tant que je serai président de ce département avec la majorité départementale, nous sommes déterminés à tenir le cap. Ce cap, ce n'est pas de remise en cause de notre présence territoriale pour rester au plus près de nos compatriotes. Dans le monde rural, je vous le dis aussi, à Dijon et dans la métropole, dans les quartiers, donc on restera présent. Et d'ailleurs, nous avons travaillé à une convention, vous avez vu, avec la ville et la métropole sur les quartiers prioritaires de la ville, qui a été très, très appréciée, je crois, et nous resterons résolument aux côtés des plus fragiles. C'est notre deuxième priorité. Puis troisièmement, nous ne renoncerons pas aux investissements d'avenir. Alors je dis à l'opposition qui avait contesté nos politiques, que heureusement que nous avons procédé à un désendettement massif au moment où nous avions des ressources de DMTO, parce que sans quoi aujourd'hui nous devrions renoncer, je le dis, à nos engagements fondamentaux. Et aujourd'hui, je vous le confirme, nous avons pratiquement plus de 30% des départements français et ultramarins qui sont en très grande difficulté. Dans le contexte actuel, donc, adopter une stratégie de repli et renoncer aujourd'hui à répondre aux attentes de nos compatriotes, ce serait rendre cette colère encore plus vive, avec le risque de livrer notre pays aux populistes où cette colère s'exprime dans la rue. Donc au contraire, je vous le redis, nous serons plus que jamais aux côtés des Côtes-d'Oriens pour répondre au plus juste leurs demandes en parcours de vie. Mais je le dis aussi, nous demanderons à tous nos partenaires, tous les opérateurs du champ social, de rechercher eux aussi toutes les voies d'efficience dans leur fonctionnement, comme nous l'avons fait, comme nous nous l'appliquons à nous-mêmes. Cela vaut également pour notre relation avec l'État. Tout le travail que nous aurons à faire avec le nouveau préfet, auquel je souhaite adresser la bienvenue dans notre département, tout le travail qu'on aura à faire, c'est de revisiter les politiques conduites, et celles en particulier où nous sommes appelés par l'État à les financer pour son propre compte. Dans le champ médico-social, je le dis très clairement, l'ARS ne pourra pas jouer la défausse et l'ARS devra assumer pleinement toutes ses responsabilités médicales. Nous sommes prêts, pour ce qui nous concerne, à assumer les nôtres et on le continuera dans le domaine du médico-social. Pour ce qui est de l'aide aux communes, nous conserverons nos dispositifs. On y reviendra lors du débat d'orientation budgétaire, notamment le village Côte d'Or. Je sais aussi que face à la multiplication des événements climatiques, on a traversé des périodes extrêmement pluvieuses, des inondations. Les maires attendent d'être soutenus et accompagnés, notamment sur leur voirie communale, et nous poursuivrons l'accompagnement de la voirie communale. Mais nous serons attentifs au périmètre des grands projets qui sont à venir et interviendront aussi en fonction des ressources de financement sollicitées, notamment de l'État, alors qu'on nous annonce la réduction de la moitié du fonds vert. Je le dis, pour faire clair, nous n'avons pas vocation à être la béquille de l'État ou d'autres collectivités qui se désengagent. Vous voyez bien, donc, ce que je vous propose dans ce contexte, ce n'est pas l'austérité, ce n'est pas non plus le rabot, ce sont des choix clairs pour les mois qui viennent pour le département de la Côte d'Or.
Pour terminer, on a un grand défi dont on parle trop peu dans le débat public, c'est l'habitat. C'est que l'habitat, c'est une préoccupation majeure de nos compatriotes. Nous aurons examiné aujourd'hui un rapport important sur ce sujet. Nous sommes déterminés à agir encore plus fortement pour permettre à chaque Côte-d'Orien de se choisir le lieu de vie sur 100% de la Côte d'Or. Vous le savez, nous sommes un grand acteur du logement des Côtes-d'Oriens avec l'Office public de l'habitat Orvitis. Nous avons la délégation des aides à la pierre, vous le savez, hors métropole. Et donc, nous avons soutenu la production, cher François-Xavier Dugout, au président d'Orvitis, de 500 logements locatifs sociaux sur l'ensemble du territoire de département hors Dijon Métropole, je le redis. Cette production de logements doit se poursuivre, en portant notamment sur la dimension qualitative et en identifiant la nature besoin territoire par territoire dans le département. On soutiendra notre Office public de l'habitat Orvitis dans le cadre d'une nouvelle convention pour les 5 prochaines années, 6,4 millions pour investir dans le logement de tous les Côtes-d'Oriens. On va devenir aussi le guichet unique pour l'ensemble des demandes d'aide à l'amélioration de l'habitat, là encore hors Dijon Métropole. Ça concerne notamment les primes de l'ANA, ça concerne MaPrimeRénov' pour la rénovation énergétique des logements ou de MaPrimeAdapt pour les travaux d'adaptation en lien avec la perte de mobilité. C'est donc un rapport très important pour la vie des Côtes-d'Oriens qui va constituer une avancée aussi, je le crois profondément, parce que ça va permettre de simplifier l'accès à toutes les demandes et nous aurons à travailler pour avoir une sorte de guichet unique lorsqu'on a une question concernant son logement. Rapport très important, nous allons aussi créer un observatoire départemental de l'habitat qui sera opérationnel dès 2025. Là, je pense qu'on peut avoir une vision départementale, en tout cas je la souhaite. On va le créer dans cet esprit-là et j'attendrai aussi que Dijon Métropole, qui a la compétence, participe de cet observatoire pour qu'on regarde les conditions dans lesquelles nous allons répondre à l'aspiration des Côtes-d'Oriens. Les données cartographiées permettront de mieux analyser les projections au service du pilotage de la politique départementale de l'habitat et du logement. Puis on mettra tout ça aussi au service des communes, notamment sur le choix stratégique à un moment où chacun voit bien nos carrefours d'un nouvel équilibre à trouver entre préservation de notre environnement auquel nous sommes attachés, mais aussi la possibilité pour les communes de continuer de se développer. Les réflexions sont en cours, il y aura une révision du ZAN. Je ne doute pas que Mme Hervieux y participera activement sur ce sujet. Voilà, nous avons à identifier et suivre l'évolution des besoins des Côtes-d'Oriens en matière de logement. Vous avez compris qu'à travers ce que je viens de dire, le pire dans la crise serait de ne rien faire ou de la subir, cette crise. Les Côtes-d'Oriens ne nous ont pas élus pour subir, ils nous ont élus pour agir et pour tenir notre engagement. Et je vous le dis, les engagements fondamentaux que nous avons pris à l'égard de Côtes-d'Oriens, nous les tiendrons, malgré le contexte. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire, l'ouverture de cette DM particulière.